Merci beaucoup pour ces applaudissements très chaleureux qui me font plaisir. J'ai débordé, mais je suis allé très vite et beaucoup plus vite que je ne le pensais. Donc il y avait une partie prévue de débat avec vous. Donc elle est amputée, mais on y va si vous voulez. Si vous avez quelques questions. Michel, oui. Pardon, je prends 2 minutes la parole. Donc j'avais raison, la conférence a été magnifique. Cela dit, il me manque quelque chose. J'ai été très surpris que dans ton énumération de l'anarchisme et dans ce fleuve où elle s'arrête et elle peut repartir, tu n'aies jamais mentionné les anarchistes, je dirais, du ridicule, de l'esprit, du rire, de la caricature, de la contestation. C'est-à-dire que je pense que depuis toujours, je pense à ces cabarets au XIXe siècle qui étaient arrêtés par la police, je pense à André Gilles qui faisait trembler par ses dessins tous les gouvernements, en particulier celui de Napoléon III qui a été foutu en tôle, je pense évidemment à l'assiette au beurre, je pense encore aujourd'hui à l'anarchisme pâtissier à travers Noël Godin qui envoie des tartes et qui, par exemple, a révélé l'excellent caractère de ton confrère BHL qui a voulu le tuer parce qu'il a pris un peu de tarte à la crème, etc. Je pense quand même à tout ce mouvement qui, finalement, le début d'Harakiri, et tu en fais partie à travers Ciné Hebdo, il y a quand même eu là quelque chose dont tu n'as pas parlé et qui était quand même, je trouve, une forme d'anarchisme, de liberté, de pensée libertaire à travers un rire des résistances qui m'est cher, tu le sais, mais je pense que ça n'a jamais arrêté et tu ne l'as pas mis dans ton énumération. Est-ce que c'est parce que ça ne compte pas ou c'est quand même un endroit dans lequel l'anarchisme continue à exister de façon plus dérangeante qu'on ne le croit d'ailleurs? Ah non, la raison, elle est très simple, c'est que dans une conférence, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne dit pas que de choses qu'on dit. Et même si on dit beaucoup de choses, de fait, il aurait fallu aller au-delà. Et moi, je m'étais proposé de parler de la pensée, donc anarchiste. Maintenant, de fait, tu as raison, il y a, en dehors de la pensée anarchiste, un cinéma anarchiste. On aurait pu parler de Jean Vigo, il y a une peinture anarchiste, on aurait pu parler de la Revue Blanche et du rôle d'un certain nombre de peintres à l'époque. On pourrait parler de toute une constellation. Il y a du théâtre anarchiste, il y a des gens qui se sont réclamés de l'anarchiste, John Cage en musique, etc. Non, il y a une vitalité de l'anarchisme qui est considérable. On aurait pu parler de Feyerabend qui écrit contre la méthode et qui montre qu'il y a une épistémologie anarchiste possible. Donc non, c'est simplement par manque de temps, je dirais, et pas du tout parce que je considérerais que ça ne mérite pas intérêt. Non, au contraire, parce qu'il faudrait aller voir du côté des chansonniers, il faudrait aller voir du côté des chansons. Moi, j'ai été le milieu qui était le mien, pas de livre à la maison. L'anarchie, j'ai d'abord su ce que c'était avec Georges Brassens. Donc effectivement, il y a eu la chanson. Après, il y a eu. Non, mais je voulais dire simplement au niveau en dehors de tout ça, je pensais au niveau de l'axe, quel que soit le support, oui, de l'axe de l'humour, de l'axe de la résistance à travers ce rire qui parfois fait plus, enfin un éclat de rire fait plus de mal qu'un éclat d'obus à certains dictateurs, etc. C'est dans cet axe-là. Je pense. Est-ce que peut-être c'est pas prioritaire dans l'anarchisme? Il me semble qu'il y a quand même des gens très courageux, quel que soit le support, à travers cette arrogance-là. Bien sûr. Simplement, mon souci était de braquer le projecteur sur autre chose que sur la négativité et de dire qu'il y avait une positivité anarchiste. Et il me semble que tout ce qui est dérision procède beaucoup plus de la négativité. Et elle est très bonne, elle est intéressante. Moi, je trouve très intéressant qu'on ait à déconstruire. Mais je ne me suis jamais plus autorisé la déconstruction, la destruction à une époque que si j'étais capable de proposer quelque chose pour remplacer. J'ai trouvé que la critique était facile, l'art était difficile et qu'on pouvait toujours faire une carrière philosophique en disant tout fout le camp, rien ne va plus, des fêtes de la pensée, l'école, Internet, bon, voilà, la démission des intellectuels. On peut faire ça. Mais je me suis dit, je ne le ferai, moi, que si je suis capable d'apporter un contrepoids positif en disant contre ça parce que pour ça. Mais l'humour est parfois positif. Tu écris dans Ciné Hebdo, je ne pense pas que tu déconstruis, etc. Mais je laisse la parole. Je ne suis pas très drôle dans Ciné Hebdo. Je suis le moins drôle de Ciné Hebdo. Mais quand même, tu t'y mets, c'est pas mal. Oui, mais tu y arrives. Et il n'y a pas des idées partout. Il y a parfois d'autres choses. Et bon, c'est l'intérêt du journal en même temps, hein, d'y montrer des voix différentes et discordantes. J'ai l'impression d'y être encore trop négatif moi aussi. Et souvent, je cherche des occasions de me réjouir et d'être positif, je n'en trouve guère. Ceci dit. Bonjour. Oui. Donc déjà, je suis l'étudiant qui vous avait envoyé le mail sur le post-anarchisme. Bravo à vous. J'ai une question, justement.
Je remarque que dans la salle, il y a très peu de jeunes de notre âge. C'est vache quand même. Vous pouvez le huer quand même. Et je voulais savoir justement si vous aviez... déjà, comment vous analysez le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'étudiants? Et moi, ça m'attriste parce que je vous suis depuis très longtemps et j'en parle autour de moi, mais j'aimerais que, par exemple, les grévistes de cette année, dont je fais partie, aient un peu plus de sens critique sur la Révolution, par exemple, parce qu'ils suivent des logiques caricaturales assez terrifiantes. Et ça m'inquiète un peu. Et je voudrais savoir, donc, à votre avis, quel est le moyen pour réussir à toucher les jeunes, les étudiants, plus que les adultes qui ont déjà emmagasiné une culture au cours de leur vie, des étudiants qui arrivent et qui commencent à peine à lire des auteurs révolutionnaires, qui prennent au pied de la lettre, qui réfléchissent pas, on réfléchit pas assez. Et est-ce que vous avez un moyen, plus encore que l'Université populaire de Caen ou autre, pour toucher les jeunes? Alors, d'abord pour expliquer que vous avez raison, il faut voir que vous avez aujourd'hui un certain nombre, les fameux jeunes dont vous parlez, ils sont nés après Mitterrand, après 1983, qui est ce moment où le libéralisme fait la loi en France, puis en Europe, où le gadget européen, moi je suis européen, mais l'idée on nous dise Europe égale Europe libérale, sinon égale pas Europe du tout, je dis ça c'est un piège. C'est un piège total. Quand on vote non, comme moi je l'ai fait à l'Europe, je ne vote pas non à l'Europe, je vote non à l'Europe libérale. Donc depuis 83, depuis la conversion du socialisme, du socialisme français, du Parti socialiste au libéralisme, il y a effectivement la domination sans partage du marché. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes, les enfants, les très jeunes, je veux dire du CP jusqu'à la fac après, sont des gens qui ont été fabriqués dans ce monde-là. On n'a pas le goût de la lecture, de l'écriture, de la musique, de la transmission, de la poésie, de l'art ou de ce genre de choses-là. On n'a pas le goût de la gratuité. On n'a pas le goût de la culture parce qu'on imaginerait qu'elle est émancipatrice. Mais on a le goût de la performance. On a le goût du diplôme dont on vous dit qu'il faut l'avoir pour pouvoir faire son trou, pour pouvoir gagner de l'argent un jour, etc., etc. Donc on a une génération, au moins 2, 3, peut-être, je ne sais pas compter, mais les générations qui se sont succédées depuis ce triomphe du libéralisme sans partage sur la France, eh bien ce sont des gens qui auraient enfin, comment est-ce qu'on peut faire pour aimer aujourd'hui les livres quand on a été éduqué dans la détestation du livre ou dans le mépris du livre, dans la célébration d'Internet, des médias, de la télévision, quand on nous dit aujourd'hui que le héros national, c'est un footballeur, c'est un pauvre type qu'on ne connaît pas la veille, qui va à la Star Academy et que tout le monde connaît le lendemain, que c'est le héros, c'est l'homme tronc qui vous présente le journal de 20 heures, que c'est l'abruti qui fait du cinéma scatologique, que c'est le comique etc. C'est ça le modèle qu'on présente aux gens depuis un quart de siècle. Comment est-ce qu'on pourrait dire on a envie de culture, de savoir, d'université populaire, de lire Foucault, de découvrir Derrida, ça me paraît normal, on a fabriqué une génération de crétins, je ne veux pas dire qu'elle l'est tout entière, mais qu'on a fabriqué une espèce de... Vous allez me prendre pour Finkielkraut, arrêtez. On a fabriqué une génération à qui on a dit ne pensez pas. Ne réfléchissez pas, trouvez votre place dans la société, faites de l'argent, faites-vous voir, le quart d'heure de célébrité médiatique ou ce genre de choses. Donc effectivement, l'état des lieux est assez désespérant, mais moi j'en veux moins aux jeunes, comme vous dites, pour aller vite, qu'au système qui a fabriqué cette jeunesse désespérée et désespérante. Vous avez dit, il n'y a pas de jeunes, il y a quelqu'un tout à l'heure là-haut qui a dit, mais ils sont au travail. C'est vrai, ils sont aussi au chômage. Et pour ceux qui ne sont pas au travail, et pour ceux qui sont au chômage, ils ont autre chose à faire que d'avoir envie de culture, de savoir ou ce genre de choses. C'est facile quand on est dans un monde où l'argent fait la loi et qu'on n'a pas d'argent, de déprimer, de rentrer dans des logiques désespérantes et désespérées, et surtout de ne pas aller voir du côté de la culture. Il faut rendre désirable la culture. Alors nous sommes un certain nombre à le faire. Ce sont les liens dont je vous parlerai la fois prochaine, les petits liens du principe de Gulliver. C'est-à-dire Jean-Michel le fait dans son théâtre, nous on le fait à l'Université populaire de Caen, d'autres le font en étant des petits éditeurs autonomes ou indépendants. Certains sont des producteurs de bonne musique et passent par Internet pour pouvoir diffuser ces matériaux-là, enfin ces matériaux culturels. Vous avez des petites compagnies de théâtre qui vivent de pas grand-chose, mais qui montent des pièces auxquelles elles croient, ces compagnies, etc., etc. Il y a des résistances.
Je pense simplement que nous n'avons pas le talent pour fédérer les résistances. Voilà pourquoi j'ai dit à Jean-Michel que l'Université populaire de Caen, mes amis, viendraient ici, parce que c'est un début de fédération de ces résistances. Moi, je crois que les jeunes sont pleins de talent, sont pleins de génie, sont pleins de potentialité, sont porteurs de mille et une choses. Simplement, on en fait des crétins et on leur dit, mais trouvez votre place dans cette société parce qu'il faut être un trader, il faut être un footballeur, il faut être, etc. Et personne ne dit, il faut être le Jacques Derrida de demain, il faut être le Léos Carax d'aujourd'hui, ou je ne sais pas quoi, enfin prenons des noms, ou le Dutilleux d'aujourd'hui, etc. On ne vous dit pas ça, on ne vous dit nulle part. Donc il y a à peu près que les héros parmi les jeunes qui sont capables de dire « moi c'est ma voix, j'y vais », mais il y a des héros. Simplement l'époque aujourd'hui braque le projecteur sur des nuls et il y a plein de talents en province, dans les petites villes, dans les campagnes, dans les villages, de gens qui sont des lecteurs, des gens qui aiment les livres, de gens qui aiment la vraie musique, de gens qui aiment vraiment le cinéma, de gens qui sont embarqués dans ce genre d'aventure. Moi, je dirais que l'Université populaire est l'occasion, avec cette proposition post-anarchiste, de dire « allez-y, allez-y, rencontrez-vous, parlez-vous, fédérez vos énergies, utilisez les médias, les supports d'aujourd'hui que sont Internet, que sont les caméras DVD qui vous permettent de faire du cinéma, du vrai bon cinéma, qui ne soit pas un cinéma commercial. Vous n'êtes pas obligé d'aller récupérer des acteurs pétomanes, amis du président de la République, qui sont au casting du box-office pour avoir des gens qui rôdent, qui pètent, pour avoir des millions de gens à la télévision. Laissez ça. J'oublie leur nom d'ailleurs, mais enfin bon, à Bigard et aux autres. Et puis, faites le cinéma auquel vous croyez. Allez-y, démarrez. Vous avez une passion pour je sais pas quoi, pour Éric Rohmer, pour Alain Resnais, eh bien, allez-y. Vous pouvez faire du cinéma pas cher aujourd'hui, avec des copains, avec des amis, avec des bancs de montage que vous pouvez acheter entre copains, avec une coopérative. Mettez-vous en réseau, mettez-vous en relation, créez, produisez et montrez que la culture, elle n'est pas que culture institutionnelle, elle n'est pas que culture médiatique ou que la culture qu'on voit à la télévision. Donc moi, je fais ce que je peux et je peux peu. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Donc moi je fais partie des jeunes qui travaillent mais qui vivent entre midi et deux. En fait j'avais une question par rapport à votre présentation et je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais vous parlez de valeurs libertaires en particulier et je voulais savoir si vous pouviez revenir rapidement sur qu'est-ce que vous entendez. C'est quoi pour vous, quand vous dites un couple peut être une micro-société qui reflète les valeurs libertaires, oui. Vous entendez quoi par là exactement? Jean-Michel, on a peut-être une heure encore Alors, pour aller vite, je peux vous dire, tout est dans un livre qui s'appelle Théorie du corps amoureux. Simplement, il faudrait rentrer dans le détail. Là, vraiment, on n'a pas le temps, on est même déjà au-delà des limites imparties par, etc. D'abord, ça suppose qu'on ne soit pas dans la définition du désir comme d'un manque. C'est la vieille théorie de Platon, elle est reprise par Lacan, l'idée que dans le manque, il y aurait une espèce d'incomplétude et que quelque part, quelqu'un existerait qui serait l'occasion de réaliser notre complétude. On cherche l'âme sœur. On la découvre jamais parce qu'elle n'existe pas. Donc cette espèce de demi-morceau de l'androgyne primitive de Platon, c'est une fiction. Donc là encore, faire tomber les fictions du genre l'amour, c'est une grande aventure avec quelqu'un qui sera le personnage qui vous correspondra absolument. On est dans l'immanence et toute histoire d'amour est possible avec quelqu'un pourvu qu'il ne soit pas un délinquant relationnel. Mais il faudrait que j'explique ce qu'est un délinquant relationnel. Si quelqu'un dit ce qu'il fait ce qu'il dit, est à la hauteur de ses engagements, etc., vous pouvez vous engager en écrivant une histoire d'amour. Ça s'écrit, ça tombe pas du ciel, ça s'écrit, et c'est une règle du jeu. Donc il faut des règles du jeu, parce que quand on joue aux dames, enfin je pense au jeu, mais on n'utilise pas les règles du jeu d'échecs, quand on joue à la belote, on n'utilise pas, etc. Donc il y a des règles du jeu à fabriquer, à créer ensemble, et il faut, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, des contrats synalagmatiques, dire ce que vous voulez. Ne pas partir vers quelque chose du genre ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ils divorcèrent bien vite et se recomposèrent plus tard, etc. Parce que ça, c'est une histoire assez banale et connue. Mais c'est d'inventer son histoire amoureuse sur mesure. Savoir qui vous êtes, ce que vous désirez. Vous avez des grandes santé, des petites santé, vous avez des gens qui sont des tempéraments particuliers, etc. Donc d'abord, connais-toi toi-même.
sexuellement, d'un point de vue libidinal, d'un point de vue de ton désir. Il faut que vous sachiez ce que sont vos désirs, vos instincts, vos passions, vos pulsions. Enfin, qu'il y ait une espèce de connaissance de vous-même qui puisse vous permettre de savoir à partir de quoi vous partez. Même chose avec votre compagne, ou votre compagnon, ou votre partenaire dans cette aventure. Qu'il ou elle sache qui elle est, etc. Qu'ensuite, vous puissiez envisager un projet. Cohabitation, pas cohabitation. Enfant, pas enfant. Famille, pas famille. Fidélité sexuelle, pas fidélité sexuelle, etc., etc. Ce sont des histoires à écrire sur mesure. Il n'est pas question que je puisse vous dire, voilà, il y a un mode d'emploi, voilà ce qu'il faut faire absolument. Moi, je ne crois pas que le mariage soit nécessaire, je ne crois pas que la cohabitation soit nécessaire, je ne crois pas que la famille soit nécessaire, je ne crois pas que le fait d'engendrer soit nécessaire pour fabriquer une histoire d'amour. Je pense qu'on peut faire des histoires d'amour. Simplement, il faut en parler, il faut être dans l'agencement particulier. C'est la même chose qu'avec un régime alimentaire. Vous n'allez pas infliger un menu unique à tout le monde en disant ce sera ça tout le temps. Même si vous avez de la truffe en entrée, du caviar ensuite, et de l'ikem, etc., vous pouvez dire non, il y a un moment où vous avez envie d'une boîte de sardines tiède avec... voilà, vous avez envie de quelque chose qui n'est pas le modèle dominant. Donc je vous dis, cassez les modèles dominants, examinez toutes les possibilités d'existence sur une cohabitation, sur fidélité sexuelle, sur les pratiques sexuelles, sur toutes ces choses-là. Sachez qui vous êtes pour que vous puissiez répondre à votre propre besoin. Rencontrer l'être qui est susceptible de passer un contrat avec vous qui soit synalagmatique, justement, le jour où ça va plus, puis voilà, mais le temps que ça dure, on fabrique une histoire et on l'écrit. Et on n'est pas comme chez Diderot avec un grand livre du monde dans lequel tout serait écrit dans une histoire d'amour, c'est chaque jour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, comme on le dit fort justement, ma foi, je trouve que c'est vrai, et il faut ajouter des preuves d'amour. Et les preuves d'amour, ça suppose que l'un fasse un effort, mais pas toujours le même, que l'autre en fasse, et qu'au bout du compte, on ait traversé une existence qui puisse faire qu'on ait pu dire, ben voilà, j'ai passé ma vie avec cette personne qui m'est indispensable, parce qu'on a fabriqué un couple, on le construit. Évitez de croire que dans la logique aujourd'hui, monsieur croira que je suis un clone de Finkielkraut encore, mais qu'on est dans la logique du mouchoir jetable. Du genre, on a une difficulté dans un couple, on divorce, on explose, on vend tout, on sépare tout, puis on recommence. Non, les douleurs, les difficultés sont des épreuves qui sont faites pour qu'on construise une histoire ou une aventure. Donc je suis pour une construction hédoniste à deux, qui soit langagière, et qui partent d'une connaissance de soi, d'une bonne connaissance de soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'illusion sur soi-même, il ne faut pas dire une chose, puis penser le contraire, puis agir autrement, puis etc. Il faut avoir une espèce d'éthique à l'endroit de soi-même, il y a des devoirs à l'endroit de soi-même, et puis quand on a fabriqué ça, c'est-à-dire quand on a décidé à deux, ou à plusieurs, vous pouvez faire des couples à plusieurs, quand on a décidé ensemble ce que l'on voulait, parce que ça correspondait à ce que Nietzsche appelle notre idiosyncrasie, c'est-à-dire notre tempérament, notre physiologie, notre façon d'être, eh bien, réalisez ça discrètement. C'est pas la peine d'infliger ça à tout le monde, mais inventez votre formule. Oui, parce que des fois, ça peut donner l'impression d'être ostentatoire, et c'est souvent mal compris par les gens qui ont des vies médiocres, moyennes et pas heureuses. Donc, restez discret, inventez votre vie, et puis saluez votre voisin. Est-ce que par là, vous entendez, c'est faire sa propre religion, en fait? C'est ça? Ah oui, oui, absolument. C'est-à-dire, si religion, c'est l'art de fabriquer du lien, oui, de fait, c'est une religion. C'est-à-dire, il s'agit de créer des liens avec un être, ou avec les êtres, parce que pour moi, l'amour, l'amitié, c'est un peu la même chose. Vous savez, il y a quoi? L'amour, c'est quoi? C'est l'amitié avec du corps. L'amitié, c'est l'amour sans le corps. L'affection, la tendresse, c'est la même chose avec les autres individus qui sont dans notre existence. On a une espèce de premier cercle comme ça, de gens qui nous sont essentiels, et c'est avec eux qu'il faut fabriquer cette religion, même si j'aime pas beaucoup le mot, mais je prends la précaution de langage qui consiste à dire si religion est ce qui religare, l'étymologie un peu fantaisiste de littré, mais enfin gardons-la, si c'est ce qui relie, oui, lions-nous. Mais lions-nous en pouvant délier. L'intérêt, c'est d'être capable, dans ces liens, de les défaire quand le moment est venu, parce que parfois, effectivement, il y a des histoires impossibles, il y a des histoires impensables, il y a des histoires qu'on n'écrit que pour un certain temps et pour une durée limitée, et puis d'autres pas. Non, vous avez raison, enfin, c'est effectivement une religion personnelle, mais je dirais plutôt une éthique personnelle. C'est une éthique personnelle qui n'entre pas forcément en contradiction avec l'éthique collective. Je dis bien pas forcément, mais qui peut entrer en relation avec, dans ce type de relation. Moi, je dis toujours que sur ces terrains-là, dans la mesure où on est dans des logiques de consentement, tout est défendable.
Comme un mort ne consent pas, la nécrophilie ne fait pas partie de mes propositions. Comme un animal ne consent pas, je ne suis pas zoophile. Et comme un enfant ne consent pas, contrairement à ce que bon nombre d'intellectuels ont l'air de laisser croire ces temps-ci, je ne suis pas pédophile. Donc, dans la mesure où vous ne pouvez pas avoir affaire à des êtres contractants, au sens du contrat, cette fois-ci, quand vous ne pouvez pas contracter avec dans ce genre de configuration, alors non, voilà. Mais pour le reste, tout est possible. Tout est possible. C'est ce que Fourier appelle les fantaisies lubriques. Cherchez vos fantaisies lubriques et je vous souhaite de les trouver. Après, c'est facile à réaliser. Ceci dit, vous pouvez profiter du micro pour annoncer vos fantaisies lubriques et c'est un peu l'intérêt aussi. Hein. Bon. Michel, tu peux peut-être organiser ça, non ? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous avez ajouté à la liberté, la égalité, la fraternité, vous avez ajouté la justice. Pour ma part, je pensais qu'elle était contenue dans l'idée de fraternité. Pourriez-vous préciser davantage votre pensée, s'il vous plaît ? Oui, vous avez partiellement raison. De fait, si on était dans une fraternité générale, la justice y serait. Mais vous savez bien, des fraternités tribales. Et des fraternités tribales qui se font contre la fraternité générale. On peut être l'ami, le frère, le compagnon et extrêmement solidaire d'un groupe de personnes qui, elles, ne seront pas solidaires du restant de l'Assemblée. Alors c'est quoi l'Assemblée ? C'est la nation, c'est le village, c'est ce qu'on voudra. Mais enfin, je veux dire que la fraternité, elle peut être partielle. Je la trouve injuste. Quand la fraternité est parcellaire et partielle, elle n'est pas juste. Si en revanche, elle est universelle, parce que je pense qu'il nous faudrait, je n'ai pas eu le temps de dire, mais de fait, il nous faudrait restaurer les valeurs de l'universel. De fait, je crois qu'une femme qui a le droit de vote, c'est mieux qu'une femme qui n'a pas le droit de vote. Qu'un homosexuel qui a envie de faire une famille, c'est mieux qu'un homosexuel qu'on pend à un croc de boucher dans un pays où un interdit de l'homosexualité, etc. Je pense de fait qu'il y a des valeurs et que certaines sont supérieures à d'autres et que de fait, l'universel est plus défendable que le particulier, que la communauté est préférable au ghetto, que la fraternité générale est nettement supérieure à la fraternité locale, à la fraternité tribale. Donc voilà pourquoi j'ai ajouté la justice en disant que si nous nous entendons bien sur la question de la justice, elle ne permettra pas que les fraternités ne soient que partielles. Je suis obligé d'aller vite, hein, parce que... Bonjour, je suis un ancien étudiant de AR et pendant ma scolarité, on m'a enseigné une certaine idée de l'anarchie. Et chez vous, j'ai pas du tout vu la moindre brèche d'anarchie. Et l'anarchie étant le désordre, le pagaille, j'ai pas vu ça chez vous. Est-ce que vous ne pourrez pas plutôt utiliser le thème d'autonomie, qui est vraiment plus parlant, et pas qu'il soit à la mode, mais qu'il soit plus dans la positivité que dans la négativité. J'ai l'impression que l'anarchie, c'est quelque chose qui est temporel envers une situation ou un dogme donné. Voilà, donc ma question est que est-ce que vous n'êtes pas encore dans la défensive en restant sous le thème d'anarchie, alors que pour moi, je vous vois plutôt pour quelqu'un qui fait l'apologie de l'autonomie, qui est plus noble et plus grand. Voilà ma question. Oui, c'est une belle question parce qu'elle s'appuie sur le double sens du mot anarchie, un double sens qu'on retrouve chez Proudhon d'ailleurs. C'est-à-dire si vous ouvrez le dictionnaire aujourd'hui, vous verrez que vous avez un sens premier qui est le sens du désordre. C'est l'absence d'ordre, c'est le désordre généralisé, quoi. C'est le bordel. On dit c'est l'anarchie, c'est le désordre. Et puis vous avez une deuxième définition qui, pour le coup, est moins la définition du sens commun et qui est plus la définition de la philosophie politique sur laquelle je m'installais et qui est un autre ordre. L'anarchie, c'est un autre ordre. C'est pas l'absence d'ordre, c'est l'absence de l'ordre dominant pour un autre ordre que nous pourrions fabriquer. Donc moi, je ne vois pas l'anarchie, sauf si on rentre dans l'étymologie sur l'anarché, sur l'absence de pouvoir, ou ce genre de choses, mais je ne le vois pas comme négatif, ce concept, même si vous avez raison, et ça va dans le sens un petit peu de ce que je disais. Trop souvent aujourd'hui, on associe l'anarchie aux passions tristes, à la négativité, à la destruction, au fait qu'on soit contre, etc., et qu'on oublie qu'il y a une positivité à l'anarchie. Moi, je tâche de défendre ce mot-là. Voilà pourquoi, peut-être,
j'ai souhaité le garder tout en le conservant et en le dépassant. L'intérêt de ce jeu-là, c'est de dire ne jetons pas à la poubelle le beau mot d'anarchisme, parce que je trouve qu'il mérite qu'on lui redonne une vitalité et une pleine santé. Alors il faut, de fait, vous avez raison, travailler à décaper ce mot-là et considérer que son usage trivial et vulgaire, genre anarchie égale désordre, il faut le dépasser. L'usage un peu poussiéreux et dogmatique de l'anarchie comme corpus de grands auteurs auxquels il ne faudrait pas toucher, ça aussi il faudrait le dépasser. Et l'idée qu'il y aurait eu un peu comme une anarchie, sans le savoir, avec M. Jourdain pendant le XXe siècle et qu'il faudrait repenser ça pour qu'aujourd'hui on puisse lui fournir une dimension qui soit franchement pour le coup clairement positive, ça me paraît intéressant de reproposer ce concept que notre ami étudiant nous l'a fait savoir, hein, qui n'est pas un concept que j'ai inventé mais qui existe et qui existait. Je trouve intéressant de le nourrir parce que l'idée du post-anarchisme, c'est plus que l'anarchisme, c'est évidemment très au-delà de l'anarchie comme identifié au désordre. Et bien sûr, c'est la logique de l'autonomie, mais l'autonomie, c'est beaucoup plus pauvre, je dirais, comme mot pour pouvoir contenir toute cette richesse dont j'espère vous avoir montré qu'elle était importante. Là, j'ai balayé beaucoup, c'est-à-dire que j'ai joué plutôt le géographe que le géologue. Je suis allé sur des grands espaces au détriment de la profondeur. Mais on pourrait rentrer dans la profondeur d'un concept en rétrécissant et puis travailler sur, je sais pas quoi, enfin ce que j'ai fait quand j'étais à l'Université populaire, quand on a travaillé justement sur les fantaisies lubriques chez Fourier, sur la question de l'association d'égoïstes chez Fourier, sur de Stirner, pardon, ou sur la question de la violence révolutionnaire chez Bakounine. Mais je crois qu'il y a plus dans le concept post-anarchiste que dans anarchiste, et plus encore que dans le concept autonomie. Oui, il faut